Il s'agit de la vidéo numéro 2, finalement, sur le chapitre 4 concernant le marché. Nous sommes toujours sur la partie 1, les acteurs du marché, mais là, on va clairement se focaliser sur la compréhension des mécanismes du marché et donc la compréhension de la rationalité des demandeurs, de comment évolue la demande sur un marché, de comment évolue l'offre sur un marché également. Alors, je vais donc rapidement aller sur la page 4 du dossier qui est à votre disposition sur le site curunes.fr, qui est également évidemment sur Pronote et Toutatis comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, on veut comprendre d'abord comment évolue la quantité demandée en fonction finalement de l'évolution des prix. Tout d'abord, ce que nous avions fait en classe, c'est que nous avons montré que nous étions déjà dans une logique de généralisation de l'information, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement en train de raisonner sur un marché précisément, même si là on va parler du marché de la viande, mais on va essayer d'en tirer des informations qui nous permettront finalement de comprendre ce que c'est que ce modèle théorique du marché en concurrence, qui peut être relié notamment à ce Adam Smith dont vous avez vu le nom dans le test Kahoot que vous avez passé tout à l'heure. Sur quel marché sommes-nous ici? On a bien vu, on était sur un marché donc des biens. Ça, c'est une réponse générique déjà très intéressante qui a été formulée. Le marché des biens, pas très visible là. Voilà. Mais du coup, on peut dire qu'on est sur un sous-marché des produits alimentaires. Et on peut ensuite dire qu'on est dans un sous-marché de la viande. Et on est même sur un sous-marché possiblement de la viande dite rouge ou le marché du veau, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, ce qui était intéressant, c'était de repérer, qui sont les demandeurs. Les demandeurs, on peut déjà en profiter pour dire qu'on a des synonymes pour ça, ce sont des acheteurs. Que les acheteurs peuvent être et sont très souvent des consommateurs, qui sont en réalité des ménages. Mais en fait, il faut bien voir aussi que ces acheteurs, ça peut être également des entreprises. En fait, si vous prenez McDo, eh bien, c'est ça qui permet de comprendre que McDo peut être sur un marché partie des demandeurs, et puis sur un autre marché, c'est-à-dire le marché des services de restauration, McDo est un offreur essentiel. Donc en tant qu'agent économique, on peut être tour à tour des demandeurs et des vendeurs. Donc des demandeurs et des offreurs. Sur le marché de la viande, qui sont les offreurs? Eh bien, ça va être des producteurs. Donc, producteurs qui sont en général essentiellement des entreprises. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de comprendre là dans cette partie si importante du chapitre, c'est de comprendre que les demandeurs et les offreurs n'ont pas des raisonnements similaires. Donc expliquer la phrase soulignée, donc le prix de la viande a augmenté plus rapidement que l'inflation. C'est simplement comprendre que le prix de la viande a augmenté plus vite que la moyenne de l'ensemble de tous les autres prix dans l'économie.
L'inflation, en fait, c'est la hausse du niveau général des prix. Donc, il s'agit d'une moyenne de l'ensemble des prix des biens et services dans l'économie. C'est tout simplement ça. Alors, ce qui était intéressant dans la question 3, lister, expliquer les raisons de la diminution de la consommation de viande. Dans les cours de classe virtuelle que j'ai pu avoir, les élèves ont bien vu qu'il y avait finalement 2 catégories d'explications. Il y a l'explication purement économique, hein, purement liée justement au modèle théorique du marché en concurrence. C'est que d'abord, la quantité demandée de viande, elle a diminué, car, donc diminution de la quantité demandée de viande, car le prix avait augmenté. Et puis, il y a d'autres élèves qui ont dit, oui, mais il y a d'autres explications, il y a des explications plus socio-psychologiques, comme on veut prendre en compte le bien-être animal, la santé, donc le bien-être animal, la santé, des animaux et des êtres humains, l'écologie, l'environnement aussi hein, est une cause importante de réduction de la quantité de viande consommée potentiellement, puisque on sait que l'élevage a un impact fort sur la dégradation de notre environnement. Et donc tout ça peut également jouer, bien sûr, sur la diminution de la quantité demandée. En tout cas, en tout état de cause, ce qui est clair, c'est que on a cette logique-là, hausse du prix d'un bien amène diminution de la quantité demandée. C'est ce qu'on pourrait, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la loi de la demande, qui fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus le prix diminue, plus la quantité demandée va avoir tendance à s'accroître. On a évoqué très brièvement en classe qu'il y avait juste une exception, mais elle existe et elle permet de comprendre beaucoup de choses sur la stratégie des entreprises. C'est qu'il y a un cas de figure où quand le prix augmente, eh bien, c'est pas la quantité demandée ne diminue pas, mais aurait même tendance à augmenter. C'est le cas de la consommation ostentatoire, la consommation sociale, où vous achetez cher parce que vous voulez en mettre plein la vue. Alors c'est jamais dit comme ça, mais en réalité c'est quand même de ça dont il s'agit. Il s'agit de montrer que par les biens que l'on consomme, le statut social que l'on a. Alors, on peut penser aux voitures de luxe, on peut penser aux montres à 50 000 €, on peut penser aux smartphones très très chers. Ils entrent tous dans cette catégorie. Alors, ce qui était important, c'était ça. C'était cette page 5 où on voit que comment on peut passer finalement de la situation réelle d'un marché à sa représentation graphique. Et là, on retrouve bien cette loi de la demande où quand le prix du kilo d'olive est le plus bas, c'est là que vous avez la quantité demandée la plus élevée. Par contre, quand le prix donc, est très élevé, c'est là que la quantité demandée sera la plus faible. Donc, vous avez bien une relation inverse entre, ici, variation positive du prix, variation négative de la demande. Alors, négative si par contre vous raisonnez dans ce sens-là. D'accord ? Donc, si je représente graphiquement l'évolution de ce marché, voilà, j'ai un prix à 1,50 €, et à 1,50 €, on me dit que la quantité demandée est de 78 000. Donc, je vais chercher graphiquement
Alors là, il pleut des tonnes. J'espère qu'on n'entend pas trop ça dans la vidéo. Graphiquement, je vais aller chercher ce point-là. Voilà, j'ai tracé le premier point de ma courbe. À 2,50 €, par contre, je n'ai plus que 52 000 tonnes d'olives demandées parce que c'est trop cher. Donc 52 000, je vais chercher ce 52 000 qui est ici. Et voilà, j'ai tracé le deuxième point de ma courbe. Alors je pourrais tracer tous les points comme ça. Je vais tracer le 2 et à 2 €. Je suis à 63, donc on va le mettre ici. Vous voyez hein, le principe. Et je peux tracer ma courbe puisque j'ai au moins 2 points pour le faire. Et j'ai tracé ma courbe de demande d'olive. Donc là, j'ai clairement une courbe de demande qui est décroissante en fonction du prix. Voilà. Et comment je l'explique? Eh bien, par la loi de la demande que j'ai décrite un petit peu avant, c'est-à-dire que plus le prix est élevé, moins la quantité est élevée. Plus le prix est faible, plus la quantité est élevée. Vous voyez, je suis ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de basculer maintenant sur la construction de la courbe d'offre. Alors, volontairement, je passe cette page et je vais même zapper la question. Alors, je vais peut-être pas zapper la question de la production d'amandes parce qu'on a bien vu que c'était un élément important pour comprendre ce raisonnement. C'est-à-dire que c'est en général là qu'on a un souci de compréhension, c'est sur le raisonnement de la demande, de l'offre, pardon. Comment a évolué la production mondiale et le prix des amandes depuis une dizaine d'années? Alors, les amandes donc, sont devenues une consommation santé incontournable. Voilà, il faudrait manger 5 amandes par jour, ça permettrait d'éviter le diabète, ça permettrait d'éviter les fringales, donc d'éviter la surconsommation alimentaire qui amènerait à l'obésité. Donc vraiment, c'est devenu un enjeu de santé publique. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la production et la consommation ont été multipliées par 2. Hein, c'est passé de 600 000 à 1,2 million. Et le prix, lui, il a été multiplié par 3. 3 € à 9 € le kilo. Donc là, on est sur du lourd. Hein, c'est-à-dire que voilà, la quantité offerte et demandée multiplié par 3, prix multiplié par 2. Qu'est-ce qui rend la production d'amandes rentable en Espagne? Alors c'est ça qui est intéressant et important à comprendre. C'est qu'est-ce qui motive finalement, quelle est la motivation d'une décision d'un producteur, d'un offreur? Eh bien, sa motivation, c'est pas compliqué, c'est l'argent qu'il gagne. Hein, on cherche un maximum d'avantages avec un minimum de contraintes dans une décision. Donc, pour lui, ce qui compte, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre sur les richesses, c'est son chiffre d'affaires dans un premier temps. Et son chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le prix multiplié par les quantités vendues. Vous voyez? Prix multiplié par quantité vendue. Donc, pour lui, c'est pas compliqué. Plus le prix est élevé, plus son chiffre d'affaires va être élevé. Et derrière, plus son bénéfice va être élevé. En d'autres termes, plus le prix est élevé, je suis désolée, je n'ai pas accès à toutes mes couleurs là, c'est embêtant. Plus le prix est élevé, comment dire, et inversement, si le prix diminue, lui, ce qu'il voit, c'est que son chiffre d'affaires va diminuer et donc probablement que ça peut mettre en cause son bénéfice. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, que l'on parle du marché des amandes ou que l'on parle du marché des masques, parce que c'est ce qu'on voit là en ce moment, vous comprenez bien que si
le prix, par exemple, donc prenons le marché des amandes dans un premier temps. Si le prix du kilo d'amandes est de 9 €, ça veut dire qu'avec cet argent-là, je vais pouvoir payer mes coûts de production. Et dans les coûts de production, bah, il y a la matière première, mais il y a le travail. Vous voyez? Et pour les masques, c'est la même chose. Si le prix du masque est de 2 €, il est de 2 €. Eh bien, le couturier, la couturière va pouvoir payer le tissu, va pouvoir payer l'élastique, c'est cher l'élastique, et va pouvoir payer ses heures de travail. Si le prix du masque n'est que de 0,50 centimes d'euros, hop là ça ne marche pas, hop, je ne vais pas y arriver, 0,50, comment je vais payer mes coûts de production? Je ne peux pas. Et donc à ce moment-là, je vais cesser d'offrir. Vous voyez, à ce prix-là, à 0,50, eh bien, je ne peux pas financer mes coûts de production. Donc, je vais diminuer la quantité offerte. Et donc, ça signifie que sur le marché de n'importe quoi, quand le prix augmente, ça va stimuler la quantité offerte. Parce que c'est rentable. Voilà, c'est ça la raison. Par contre, si le prix diminue, eh bien, il y a un certain nombre de producteurs qui ne pourront pas s'aligner et la quantité offerte diminuera. Ça, c'est la loi de l'offre. Donc, loi de l'offre. Loi de l'offre. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Et donc, positionnons-nous sur le marché des olives à nouveau. On retrouve même la même échelle de prix, mais l'évolution des quantités offertes n'est évidemment pas la même. C'est-à-dire que là, vous avez à 1,50 € le kilo d'olives. Il y a un certain nombre de producteurs qui ne peuvent pas s'aligner là-dessus, parce qu'ils ne pourront pas financer leurs coûts de production, ils ne pourront pas payer leurs travailleurs, ils ne pourront pas payer leurs matières premières. Donc, l'offre est extrêmement réduite. À 1,50 €, vous avez donc... Alors, attendez, là, je vais pour le coup changer de couleur pour l'offre, mais malheureusement, donc ça sera la violette. Donc, à 1,50 €, vous avez 51 000 tonnes d'olives offertes par les producteurs. Vous voyez, toujours le même principe de construction. À 2,50 €, j'en ai 71 000. Donc, à 2,50 €, c'est-à-dire que vous comprenez le raisonnement, c'est super cher, 2,50 € le kilo. Donc, même moi, par exemple, imaginons je suis productrice en Bretagne, produire des olives en Bretagne, bonjour, faut être courageux, parce que ça doit pas être facile de produire des olives mais là, je me dis, 2,50 €, pourquoi pas, quoi. À la limite, j'envisage de fabriquer des serres, des serres chauffées. Bon, c'est pas bon pour l'environnement, mais ça peut être rentable, par contre, vous voyez. Donc, je suis là. Et à 2 €, il y a 63 000, ici, 2 €, hop. Donc 63 000, je suis là, admettons, voilà. Et donc ça y est, j'ai dessiné ma courbe d'offre. Voilà, courbe d'offre d'olives. Alors, donc ça veut bien dire que la courbe, elle est croissante en fonction du prix. D'accord? Et là où ça devient très intéressant, c'est de se rappeler qu'on avait une courbe de demande qui avait cette allure-là. C'est-à-dire que graphiquement, on a été capable de déterminer un point d'intersection. Et qu'est-ce que c'est qu'un point d'intersection d'un point de vue mathématique graphique? C'est un point
où la quantité et le prix sont égaux en fait. Vous voyez, à 2 €, nous avons une même quantité offerte qu'une quantité demandée. Nous avons une offre égale à la demande. Et ça veut dire que vous avez démontré graphiquement comment le marché est capable, par ses forces internes, de déterminer un point d'équilibre où il va y avoir un échange à un prix d'équilibre. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez démontré qu'il y avait un prix d'équilibre sur ce marché qui est de 2 € et qu'il y a une quantité d'équilibre qui est de 63 000 tonnes offertes et demandées à ce point-là du marché. Je termine. C'est un petit peu long là comme vidéo, mais vous ferez bien comme vous voulez. Je termine par notre exemple du marché des masques. Sur le marché des masques, vous avez clairement une quantité demandée en France, dans le monde, dans l'absolu en ce moment, la quantité demandée est très supérieure à la quantité offerte. Et donc là, j'anticipe sur la partie 2 que vous avez à travailler pour la fois prochaine. En fait, quand la demande est très supérieure à l'offre, ça veut dire déjà qu'on est capable graphiquement de montrer ce que c'est. Une demande supérieure à l'offre, ça signifie que par exemple, on aurait une demande à 70 000 tonnes et une offre, c'est un exemple, hein, une offre à 50 000 tonnes, pardon. Donc ça veut dire que graphiquement, vous avez une demande qui se situe à ce point-là de la courbe et que par contre, vous avez une offre qui se situe à ce point-là de la courbe. Alors normalement c'est un petit peu plus rigoureux que ça, mais bon, ça veut dire que vous avez représenté graphiquement ce que c'est que cette pénurie. En fait, ça s'appelle comme ça. Il s'agit d'une pénurie. Une pénurie. Et donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On voit bien, ça veut dire qu'on est loin du prix d'équilibre. Ça veut dire que automatiquement, le prix va augmenter. C'est-à-dire que automatiquement, le prix était trop faible, il va grimper jusqu'au prix d'équilibre. Mais ça veut dire aussi que la loi de la demande, la loi de l'offre vont jouer. Si le prix augmente, automatiquement, la quantité demandée va baisser et que automatiquement la quantité, là c'était bien la quantité demandée ici, et automatiquement la quantité offerte, donc quantité offerte va augmenter, et donc vous allez, grâce à ce mécanisme autorégulateur, résoudre votre problème initial, puisqu'on avait trop de demandes, pas assez d'offres, moins de demandes grâce à la hausse des prix, plus d'offres, et bien ça y est, vous avez offre égale demande. Vous avez montré que le marché est capable de s'autoréguler. Alors évidemment, vous ne manquerez pas de remarquer un petit point gênant quand même, hein, c'est que on accepte l'idée qu'il y aura des gens qui vont partir du marché parce que les masques sont trop chers. C'est ce que le modèle théorique du marché en concurrence démontre. Ça n'empêche que se pose la question de mais que font les gens là qui ont disparu du marché, qui n'ont pas pu acheter parce que les masques sont trop chers. Mais c'est une question qu'on ne se pose pas dans le cadre de ce modèle théorique. Voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre ce passage délicat de la compréhension du fonctionnement du marché en concurrence. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit, avec beaucoup de répétitions, mais c'est tellement important pour comprendre ce qui se passe autour de nous précisément en ce moment. Merci de votre écoute et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.